Bonjour à tous, je vous remercie de m'avoir invité à participer à ces journées tout à fait passionnantes. Je vais essayer de ne pas trop avoir un regard sur ma montre, mais je la mets quand même à côté de moi parce que 15 minutes, très bien. Alors, le problème du sommeil est un enjeu extrêmement important puisque le sommeil représente un tiers de la vie des adultes et chez l'enfant 9 à 12 heures par jour. Alors le trouble du sommeil, il peut être un élément diagnostique chez certains enfants avec une déficience intellectuelle, mais surtout, il va entraîner pour lui et pour sa famille des conséquences importantes avec agitation et angoisse, retentissement dans la journée, gêne des apprentissages, et le trouble du sommeil perturbe durablement à la fois le sommeil des parents et celui des fratries. Juste un tout petit rappel rapide, les cycles du sommeil sont en place très tôt, dès l'âge de 6 mois, et il faut bien penser à une chose quand on étudie les troubles du sommeil de l'enfant, c'est que la durée de sommeil est variable en fonction de l'âge. Et il ne faut jamais oublier ça quand on prend en charge le sommeil d'un enfant porteur d'un handicap, parce qu'on ne peut pas demander à un enfant de 12 ans de dormir 12 heures par nuit. Donc il faudra se rappeler que lorsque l'enfant grandit, ses besoins de sommeil sont moins importants. De la même façon, il existe aussi des lève-tôt et des couches-tard, encore que ce soit une notion un petit peu moins marquée. Alors juste un petit rappel sur les cycles de sommeil qui comprennent une phase d'endormissement, puis le sommeil devient profond, de plus en plus profond, avec seulement 25% de sommeil très profond, et puis passage en sommeil paradoxal qui est le sommeil des rêves. Alors en fait, dans la nuit, les cycles de sommeil vont être un petit peu variables, avec un bon sommeil en début de nuit, avec beaucoup de sommeil lent profond. Et puis dans la deuxième partie de la nuit, vous voyez que surviennent ces petits réveils qui peuvent réveiller complètement l'enfant. Normalement, on se retourne, on reprend sa position et on se rendort. Si ça dure moins de 3 minutes, on ne le mémorise pas. Mais quelquefois, à ce moment-là, l'enfant va avoir besoin de la présence de ses parents et il peut les réveiller ainsi à chaque cycle, c'est-à-dire 6 à 10 fois par nuit. Alors, en réalité, si on veut étudier le trouble du sommeil, il va falloir procéder de façon un tout petit peu rigoureuse. Parce que dans un premier temps, il faut éliminer une cause organique, puis il faut prendre en compte les facteurs environnementaux, analyser le trouble du sommeil et rechercher une parasomnie. Il ne suffit pas seulement de dire en fin de consultation, au moment où on passe la porte, « Ah, au fait, mon enfant ne dort pas très bien, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, docteur ?» Je pense qu'il y a une analyse beaucoup plus fine à faire de cette symptomatologie du sommeil. Éliminer les causes organiques, c'est capital. Je crois qu'on va beaucoup vous en parler au cours de cette journée, mais un reflux, ça peut faire mal. Les enfants sont souvent mal installés dans leur lit et il faut y penser. Ils peuvent avoir très mal aux dents, ils peuvent avoir des maux de tête. Et si on a l'impression qu'un enfant se réveille la nuit parce qu'il souffre, il faut sûrement aller plus loin et poursuivre les explorations. Les causes ORL et respiratoires sont importantes. Vous le savez, dans la trisomie, la place occupée par les apnées du sommeil, on va vous en parler dans l'intervention suivante. Et puis, chaque personne peut avoir une pathologie qui lui est propre. Il ne faut pas oublier l'épilepsie, là encore on va vous en parler, avec au moindre doute un électroencéphalogramme pour ne pas passer à côté d'une crise convulsive. Et en fait, la désorganisation du sommeil complète est beaucoup plus rare. On pourra être amené à faire des explorations plus particulières. Alors une fois qu'on a éliminé une cause organique, il faut absolument prendre en compte les facteurs environnementaux. Quels sont-ils ? Eh bien, dans la journée, est-ce que cet enfant, alors je parle beaucoup d'enfants parce que je suis pédiatre, mais au fond, on pourrait aussi en parler peut-être pour les adultes. Mais quelle est la prise en charge de cet enfant ? Est-ce qu'il a énormément d'activités supplémentaires, l'orthophonie, la psychomote, la musicothérapie, l'équithérapie, beaucoup de choses qui font qu'il n'a aucun espace pour lui pour se reposer, pour jouer, pour rêver un petit peu, ce qui facilite le sommeil. Quelquefois, ils sont vraiment très occupés.
Ou alors est-ce qu'au contraire, il est dans un centre où on le laisse un peu pour compte et où il va somnoler ou dormir une partie de la journée? Et puis, peut-être un facteur auquel on ne pense pas assez, c'est celui des transports. Il faut savoir que les enfants sont dans des centres, que quelquefois on vient les chercher le matin en taxi, qu'on va chercher 3 ou 4 enfants dans le même périmètre, ou un périmètre quelquefois qui est assez long, et que s'ils font 1h30 de transport à l'aller et 1h30 de transport au retour, il est très certain que tout le monde sera content qu'ils dorment dans les transports, mais les parents, le soir, ils vont avoir du mal à le faire dormir. Alors, repensez toutes ces choses-là. Quelle est l'organisation de la soirée? Quelle est l'organisation familiale? Quelle est la place de l'enfant dans la fratrie? Afin de déterminer ses besoins de sommeil en fonction de son âge, en fonction de ses activités et en fonction aussi des saisons, des jours de semaine, des périodes de vacances ou de scolarité. Déterminer quelle est l'économie familiale ou du centre dans lequel cet enfant était autour des problèmes de l'enfant. Et quelquefois, on s'aperçoit que les troubles du sommeil ne sont pas aussi signifiants que les autres difficultés de l'enfant. Et pourtant, ils viennent quelquefois en dernier recours, et pourtant, ils gênent tout le monde. Mais ce qui se passe, c'est que quelquefois, les familles sont tellement fatiguées, surtout si elles ne dorment pas, qu'elles n'arrivent plus à repenser des moyens un peu simples, et il faut que les professionnels autour d'eux les aident à retrouver des solutions peut-être un peu plus faciles. Très souvent, c'est un symptôme qui est dénié. Le sommeil fait peur, et on en parle assez peu du sommeil par rapport à tout le temps que ça représente. Il faut bien sûr essayer de préciser les traitements, et quand on a un adolescent, il ne faut pas oublier qu'il peut boire du café, qu'il peut fumer et que ça peut gêner son sommeil. Voir comment dort-il, où, dans quelle chambre, est-ce qu'il se réveille tôt. Et c'est pour ça que l'agenda de sommeil peut être très important pour voir quels sont les rythmes de sommeil réels des enfants. Et vous voyez là, les nuits sont hachurées en noir, et il y a des périodes de sommeil avec un rythme extrêmement irrégulier, et ça peut être très important d'arriver voir un médecin en lui disant voilà, je vous ai préparé un petit agenda de sommeil, ça se trouve très facilement sur Internet, voilà quel est le sommeil de mon enfant, comment pouvez-vous m'aider? Et pour nous, ça nous aide beaucoup en préparation des consultations. Il faut ensuite analyser le trouble du sommeil et préciser de quoi s'agit-il. Est-ce qu'on parle d'un trouble du rythme circadien, c'est-à-dire un trouble du rythme jour-nuit, d'un trouble dans l'endormissement ou de réveil nocturne? Le trouble du rythme circadien, c'est l'incompatibilité entre notre horloge biologique et notre horloge réelle. Et je voudrais vous montrer ceci, c'est-à-dire que normalement, quand on est en phase, quand tout va bien, notre vigilance, elle est assez variable, et le pic de vigilance est à 17 heures, sauf si on a toute une journée d'école, de multiples activités ou des congrès. Mais sinon, on devrait être en forme vers 17 heures. Et puis, on dort bien la nuit. Quand on est du soir, on va avoir son rythme qui est décalé, c'est-à-dire que le pic d'activité va être vers 20 heures, et puis le matin, on va avoir un mal fou à se réveiller. Et au contraire, les sujets du matin, eux, ils ont un pic d'activité vers 14 heures. Alors, il faut essayer de voir dans quelle catégorie se classe l'enfant, en sachant que les personnes déficientes ont plutôt une avance de phase qu'un retard de phase qu'on observe plutôt dans les troubles envahissants du développement. Pourquoi est-ce important à connaître? Parce que notre horloge biologique, elle est un petit peu, mal fichue, c'est-à-dire que la Terre tourne en 24 heures, et nous, notre horloge, elle est un peu plus lente, c'est-à-dire que notre horloge biologique, elle est sur un rythme de 24/6, 25/3. Donc, quand on se laisse aller, quand on est en vacances, par exemple, ou tranquille, eh bien, on va se désynchroniser. Et jour après jour, il va falloir que l'on remette nos pendules à l'heure, tous, et les enfants avec un déficit également, puisqu'ils vont devoir passer de 25 heures à 24 heures. Et pour cela, on a besoin de donneurs de temps, qui sont l'alternance jour-nuit, l'horaire de repas, l'heure de lever,
l'école et les rythmes sociaux. Et ça, quelquefois, il suffit de l'expliquer aux parents, d'en prendre conscience, de voir que les rythmes ne sont pas tout à fait ce qu'on voudrait qu'ils soient, pour arriver à corriger des erreurs qui gênent toute la famille. Parfois, ils dorment trop, ils peuvent avoir un syndrome narcolepsie, une hypersomnie. Et là, je voudrais juste insister un tout petit peu sur la dépression, qui est quand même à laquelle il faut penser et qui va entraîner quelquefois une espèce de lassitude ou un sommeil exagéré dans la journée. Sinon, il peut s'agir d'un trouble de l'endormissement. Alors, les troubles de l'endormissement, ce sont souvent des troubles de la séparation. Ces enfants peuvent être angoissés ou anxieux. Ils ont parfois été hospitalisés plusieurs fois. Ils ont des changements de mode de garde, de centre, ils déménagent. Et quelquefois, on ne pense pas assez à les informer de tous ces changements. Et puis, ce sont des enfants ou des adultes dépendants. Or, pour dormir, il faut être seul. Et quelquefois, l'enfant a du mal à s'endormir tout seul. Il faut, si l'on peut, questionner l'enfant. On a beaucoup de surprises en questionnant les enfants et voir quel est le temps passé au lit par rapport aux besoins de sommeil. Que faut-il faire devant un trouble de l'endormissement ? Eh bien, il faut instaurer un rituel bref, mais régulier. Pas de rituel qui s'englue, interminable. Il faut être ferme, éviter absolument et dès le plus jeune âge le contact physique et aménager la chambre. Ne pas minimiser et anticiper tous les changements familiaux, vacances, rentrées scolaires, etc. Et si l'on repense à notre horloge biologique, il faut bien déterminer quelle est l'heure idéale du coucher. L'autre catégorie de troubles du sommeil, ce sont les réveils nocturnes. Alors, je fais quelquefois ce schéma qui ressemble un peu à un schéma de McDo, mais ça permet de s'en souvenir. Alors, j'ai voulu changer les couleurs, mais je me suis dit que finalement, le McDo, ça restait dans la tête de tout le monde. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe pendant la nuit, les cycles de sommeil. Et ça prend 1 seconde à expliquer. Sommeil léger, sommeil profond, rêve, sommeil léger, sommeil profond, rêve. Entre 2 cycles de sommeil, on se réveille. Et à ce moment-là, on va vouloir reproduire ce qui s'est passé au moment de l'endormissement. Donc, si on a été avec maman dans les bras, devant la télé, la nuit, on va vouloir recommencer le rituel, le contact physique, maman et le biberon, la tétine, tout le doudou qui est tombé, etc. Donc, si on veut agir bien souvent au niveau des réveils nocturnes, il va falloir agir au niveau de l'endormissement. Mais parfois, on peut avoir des réveils nocturnes isolés, et c'est là où je crois que prendre en compte les besoins réels de l'enfant est extrêmement important. Si vous prenez un enfant de 11 ans et que vous lui demandez de se coucher à 7h30 parce que vous jugez que ce serait bien que vous ayez une soirée un petit peu tranquille, ou parce que vous trouvez qu'il est fatigué par toute sa journée, eh bien, s'il a 11 ans, on ne peut pas lui demander de se réveiller à 7h du matin. Et qu'est-ce qui se passe pendant la nuit ? Eh bien, il va avoir un cycle en trop. Donc, quelquefois, il faut repenser à re-questionner, et c'est là où les transports sont particulièrement importants. S'il dort pendant les transports, pendant de longues périodes, il va évidemment avoir trop de sommeil pendant la nuit. Il faut donc préciser, quand on n'a que des réveils nocturnes isolés, il faut savoir, dans les réveils nocturnes isolés, quelquefois, l'enfant va se rendormir assez vite si on intervient rapidement, mais les parents qui n'ont pas les mêmes phases ou dont les cycles sont un peu plus longs, eux, bien souvent, ils vont être cassés dans leur sommeil, ils ne vont pas se rendormir. Et c'est là que toutes les questions dans les réveils nocturnes isolés vont revenir de façon très récurrente sur toutes les angoisses par rapport à la maladie, à l'avenir, à l'hérédité, et ce sont des questions difficiles. Alors, dans les réveils nocturnes isolés, que faire ? Je pense que le mieux, c'est peut-être d'intervenir assez rapidement et fermement, et puis après, de lui apprendre à gérer seul, 3 minutes, 1 minute, 2 minutes, et d'aménager sa chambre, de créer la confiance pour qu'il puisse vraiment gérer tout seul son sommeil.
Il faut rechercher une parasomnie juste très rapidement. En première partie de la nuit, ce seront les terreurs nocturnes, somnambulisme. Deuxième partie de la nuit, davantage les cauchemars. Alors ensuite, quel traitement proposer ? Je vais aller un petit peu rapidement pour vous dire quand même un mot de la mélatonine. Vous savez que là, on utilise beaucoup la mélatonine maintenant. Je pense que c'est un très bon traitement parce qu'il va venir renforcer l'action physiologique de cette hormone, mais c'est un traitement qui ne doit pas être donné à tort et à travers et en fin de consultation sur le pas de la porte. Alors, il y a deux types de mélatonine. La mélatonine à action immédiate qui facilite l'endormissement, qui majore le pic de la mélatonine et qui est très bien supportée. Un petit truc que je vous donne, c'est qu'une deuxième dose peut être certainement proposée pour la mélatonine à libération immédiate si l'enfant se réveille avant 2 heures du matin, et quelquefois ça peut beaucoup soulager les familles. Malheureusement, on n'a ni AMM ni ATU, et si on l'obtient facilement en pharmacie, elle n'est pas toujours remboursée, ça dépend un peu des mutuelles. L'autre traitement est la mélatonine à libération prolongée qui va avoir un pic d'activité plus en milieu de nuit et qui va pouvoir permettre de prolonger le sommeil. Là encore, c'est un médicament qui est très bien toléré. Alors, juste ce schéma un tout petit peu compliqué pour dire qu'on a fait de nombreuses demandes. On a saisi le ministère, on est passé par la HAS, on est passé par l'AFSAPS. On a eu des avis qui ont tous été absolument favorables et que depuis 6 mois, plus de 6 mois, parce que je pense que tous les avis favorables datent de très longtemps, on est complètement bloqué là parce qu'on attend que l'avis favorable passe au journal officiel, et j'espère que ça va se faire rapidement pour qu'on puisse prescrire ce traitement avec toutes les autorisations et une bonne surveillance. Il faut savoir quand même qu'il y a environ, pas 37 000 enfants qui ont des troubles du sommeil, mais environ 37 000 enfants en France qui répondent aux pathologies qui peuvent nécessiter un traitement. Voilà, alors les mentions, je vous les donnerai si vous voulez. Et pour finir, je pense que la mélatonine aidera plutôt que des traitements anciens qui ne sont pas toujours bien contrôlés chez l'enfant. Alors, si l'enfant déficient mobilise l'énergie familiale, les familles sont formidables, mais elles sont fatiguées, elles sont déprimées. Il ne faut pas rejeter à tout prix la prise en charge médicamenteuse, à condition qu'elle s'accompagne d'un accompagnement, et que dans ces cas-là, l'écoute du symptôme sommeil permet cet accompagnement, que la mélatonine peut aider la prise en charge, mais il est indispensable de faire des nouveaux essais bien contrôlés pour ce médicament. Je vous remercie. Merci, docteur. Alors, j'ai 2 questions pour vous. La première est la question de savoir s'il peut y avoir accoutumance lorsqu'un enfant prend depuis plus de 6 mois de la mélatonine. Non, alors il y a peu d'accoutumance avec la mélatonine, c'est-à-dire qu'en fait, il existe probablement des petits sécréteurs et des gros sécréteurs de mélatonine. C'est difficile de savoir dans quelle catégorie on rentre, parce qu'il faudrait doser la mélatonine pendant la nuit, ce qui est quand même compliqué. Mais une fois que ça marche. Et c'est vrai que ça peut être un traitement qui est poursuivi pendant des années. J'ai des patients qui sont suivis depuis 7 ou 8 ans sans effet indésirable et sans accoutumance. Après, il faut, comme tous ces traitements, essayer de l'arrêter pendant les vacances, essayer de l'arrêter les week-ends ou voir comment on peut faire des aménagements. Et d'autre part, que pensez-vous de l'homéopathie, alors en citant en particulier la passiflora composée? Non, mais c'est sûrement bien l'homéopathie, mais je crois que quand on a un trouble du sommeil très sévère chez un enfant qui a par ailleurs pas mal de difficultés, c'est toute la façon dont ce médicament sera prescrit qui pourra être actif. Merci. Alors nous allons écouter maintenant le docteur